Bonjour à tous, bienvenue au 6e webinaire en français de la Ligue internationale contre l'épilepsie, région Est-Méditerranéenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir deux éminents orateurs, Dr Philippe Gélis et Dr Fatiha Al-Hajouji. Dr Philippe Gélis va animer la première session. Il nous parlera des états de malabsence versus les encéphalopathies toxiques et métaboliques. Puis s'en suivra la deuxième session avec Dr Fatiha Al-Hajouji qui parlera de l'EEG dans les épilepsies généralisées éthiopathiques. Chaque session durera 1 heure et comme d'habitude, après chaque session, les orateurs répondront à vos questions. Donc avant de démarrer la première session, je voudrais en quelques mots vous présenter Dr Philippe Gélis. Il est neurologue, épileptologue au centre de Guy-Chauliac à Montpellier, où il dirige l'unité chirurgicale, médico-chirurgicale de l'épilepsie. Ses publications sont très nombreuses et je voudrais insister, il est l'auteur, notamment avec Ariel Crespel, de livres qui sont une référence en électroencéphalographie, qui sont les différents volumes des atlas d'électroencéphalographie. Alors, sans plus tarder, je donne la parole au docteur Philippe Gélis. Merci. Bonjour, cher ami, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver à ce webinaire en français de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Donc voilà, donc j'avais proposé ce thème épilepsie absence versus encéphalopathie métabolique ou toxique. Bien entendu, pour les personnes, c'est une conférence que j'ai déjà faite à plusieurs reprises au Maroc. Donc, pour toutes les personnes qui sont venues assister à mes conférences au Maroc, vous avez retrouvé, bien entendu, une thématique que je vous ai déjà présentée. Alors, donc, je crois que j'ai 1 heure pour commencer. Donc, voilà. Alors, je vais parler dans un premier temps de la classification des états de mal épileptiques versus donc convulsif versus non convulsif. Et donc, pour vous parler de cette catégorie ici d'état de mal non convulsif, et la thématique de ce soir, état de mal non convulsif à expression confusionnelle, et dans le cadre des épilepsies généralisées idiopathiques, donc état de mal généralisé à expression confusionnelle, que l'on dénomme état de mal absence ou petit mal status. Alors, déjà, dans la définition état de mal à expression confusionnelle, vous avez la sémiologie en français qui veut confusion mentale. Ici, je vous ai mis la définition de la classification internationale des maladies, mais vous pouvez le retrouver sur ce dessin. Donc, une confusion mentale, c'est à peu près ce dessin, ce monsieur qui se pose des questions, qui est perplexe, qui a des troubles de l'idéation, de la mémoire, des troubles du comportement, etc. Et je vous l'oppose à ce personnage ici dans son lit, avec une atteinte de la vigilance, un sommeil excessif. Il y a bien souvent une confusion entre ces deux sémiologies. On nous demande fréquemment des électroencéphalogrammes, notamment pour des personnes âgées qui sont au fond de leur lit, qui sont en train de dormir, un excès de sommeil, par un état de mal à expression confusionnelle. La définition, ça vous donne une confusion mentale et pas une personne en train de dormir avec un sommeil excessif. Donc, pourquoi je vous dis ça? Donc, la sémiologie d'une confusion mentale vous donne un état de mal épileptique, tandis que si vous avez une atteinte isolée, mais j'insiste sur le terme isolé de la conscience, vous êtes très probablement dans le cadre d'une encéphalopathie. Une encéphalopathie, qu'elle soit métabolique, toxique, respiratoire, septique, et souvent les encéphalopathies sont d'origine mixte. Alors,
Parmi les états de mal absence, il y a 3 catégories, mais dans cette thématique des épilepsies généralisées idiopathiques, on va s'intéresser qu'aux 2 premiers, bien entendu, puisque le 3e état de mal absence atypique se rencontre dans les encéphalopathies épileptiques de type syndrome de Lennox-Gastaut, qui n'est pas la thématique de notre sujet ce soir. Alors, les états de mal absence maintenant typiques, petit mal status, donc on le définit par une crise qui se prolonge au-delà de 10-15 minutes, mais en fait, ce n'est pas très bien connu, la durée a été fixée à 10-15 minutes. La symptomatologie, donc je vous le répète, c'est une confusion mentale, donc c'est ce monsieur qui est perplexe, qui se pose des questions, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la confusion mentale, elle est d'intensité variable, c'est-à-dire qu'elle varie d'un moment à l'autre. Si vous avez un état de mal qui dure une demi-heure, 1 heure, plusieurs heures, ben ça va varier au cours de cette durée. Il va être à un moment donné un peu plus confus, un peu moins confus. Donc, c'est cette variabilité qui définit aussi la sémiologie de ces états de mal absence. Un des très bons signes également cliniques que vous pouvez rencontrer, c'est que dans 50% des cas, vous avez des secousses autour des yeux, donc des myoclonies périoculaires, donc il faut observer les yeux. Et souvent, il y a une crise généralisée tonico-clonique qui va terminer l'épisode. Alors, bien entendu, de faire un diagnostic clinique d'état de mal absence, je crois que c'est peut-être pratiquement impossible. C'est l'électroencéphalogramme qui va vous faire le diagnostic et vous avez besoin donc d'un électroencéphalogramme pour confirmer vos hypothèses cliniques. Alors, sur un plan EEG, que donne un état de mal absence? Donc, la définition, elle est ici en haut. Vous avez en fait une expression EEG qui est polymorphe, réalisant virtuellement n'importe quel pattern comportant une activité paroxystique qui est bilatérale, rythmique et non réagissante. Alors, je veux attirer votre attention sur cette définition, sur ces 3 termes, bilatérale, rythmique et non réagissante. Pour vous dire, c'est la définition électroencéphalographique. Vous pouvez avoir n'importe quel pattern EEG, mais si c'est bilatéral, rythmique, non réagissante, vous vous trouvez dans le cadre d'un état de mal absence. Bien entendu, si vous observez sur votre EEG des pointes ondes, des polypointes ondes ou des rythmes rapides épileptiques, vous êtes dans la catégorie état de mal absence, mais ce n'est pas forcé d'observer ces anomalies typiques des épilepsies généralisées idiopathiques, comme on va vous le montrer ultérieurement dans la conférence suivante. Ensuite, je vous ai dit que l'état clinique fluctue pour le patient et donc l'état électroencéphalographique fluctue également d'un moment à l'autre. C'est-à-dire qu'à l'EEG, vous avez à un moment donné un certain pattern électroencéphalographique. Quelques minutes plus tard, vous allez avoir une autre présentation. C'est le caractère dynamique de la crise d'épilepsie et c'est extrêmement différent de l'encéphalopathie métabolique où l'activité est très monomorphe. Voici donc un exemple d'un état de mal absence chez un jeune garçon qui est venu en consultation. Il a pris le bus. Alors, il a une épilepsie absence dont les premières crises remontent à l'enfance, pharmacorésistante, et déjà un des premiers points, idiopathique ne veut pas dire bénin. C'est-à-dire qu'il y a d'authentiques épilepsies généralisées idiopathiques qui sont pharmacorésistantes. Il y a des épilepsies absences qui posent des problèmes thérapeutiques, d'adaptation thérapeutique. Donc, ce jeune adolescent a une épilepsie qui est résistante aux médicaments. Donc, il arrive à la consultation dans un état un petit peu bizarre. Il s'est trompé plusieurs fois de son arrêt de bus. Il a quelques troubles mnésiques avec des difficultés à retenir. Il paraît un petit peu incohérent. Et donc, il n'est pas dans son état normal. On lui fait un électroencéphalogramme. Et sur son électroencéphalogramme, vous pouvez observer que vous avez une activité qui prédomine en antérieur. Ici, vous avez des dérivations supraciliennes droites, temporale droite, la ligne médiane, et là, on est à gauche. Donc, vous avez une activité qui est continue, rythmique, bilatérale ici, qui est faite
de pointes ondes, mais vous observez aussi des aspects avec ici des doubles pointes, ici des aspects où vous avez triple pointe, donc des aspects de polypointe onde. Donc, ma foi, ici, vous avez un aspect tout à fait typique d'un état de mal absence. Quelques minutes plus tard, c'est ce que je voulais vous montrer dans l'évolution dynamique de l'EEG. Ben, vous voyez que la présentation EEG s'est modifiée. Hein, ça, c'était quelques minutes avant, quelques minutes après. Vous voyez qu'on retrouve toujours des aspects de pointe onde, mais là, ça s'est un peu morcelé. Ici, on observe par exemple des polypointes ondes. Là, ce sont de très belles pointes ondes. Là, bon, des polypointes ondes. Vous voyez donc les modifications du pattern EEG en fonction du temps, qui est donc un des critères électroencéphalographiques d'un état de mal absence. C'est ce que je vais vous montrer sur cette diapositive, c'est l'évolution temporelle de la décharge critique sur l'électroencéphalographie, qui est le corollaire finalement de la fluctuation de la confusion mentale que vous voyez ici dessinée. Maintenant, un autre aspect ici, c'est aussi un état de mal absence. Et pour vous rappeler que l'aspect ici est peut-être moins typique que tout à l'heure, on peut observer quelques petites pointes ondes, mais elles sont beaucoup moins jolies. Vous n'avez pas de polypointe onde. Donc, il faut retenir dans la définition une activité qui est paroxystique, n'importe quel pattern, du moment qu'elle est bilatérale, rythmique et non réagissante. Alors maintenant, ce qui n'oriente pas vers un état de mal épileptique, donc si vous avez des anomalies périodiques et a fortiori des ondes triphasiques, vous devez plutôt évoquer une encéphalopathie, comme on va le voir tout à l'heure, donc post-anoxique, métabolique, infectieuse, toxique ou éventuellement un Creutzfeldt-Jakob. Alors, périodique et anomalie onde triphasique, je vous rappelle ce que c'est qu'une onde triphasique. Moi, je les compte comme ceci, les ondes triphasiques. Donc, 3 phases, 1, 2, 3. On peut les compter un petit peu différemment, mais donc vous avez 3 phases et vous avez une activité périodique. Vous avez ici une onde triphasique, une période, une onde triphasique, une période, une onde triphasique, ici dans le cadre d'une insuffisance rénale aiguë. Vous voyez par rapport à l'EEG que je vous ai montré du jeune garçon de 16 ans, un aspect d'une encéphalopathie métabolique qui est totalement différent, avec des ondes triphasiques qui sont extrêmement fréquentes, mais un tracé, finalement, si vous prenez l'ensemble du tracé, qui va être extrêmement monomorphe, parce que page par page, vous allez retrouver ces aspects d'ondes triphasiques qui sont ici diffus sur l'ensemble des dérivations. Alors, un état de mal absence, donc, on va parler des états de mal absence typiques et dans un premier lieu, bien entendu, compliquant une épilepsie généralisée idiopathique avec absence préexistante. Donc, cela peut se voir dans le cadre, par exemple, d'une épilepsie absence de l'enfant qui va persister à l'âge adulte, mais avec une forme un peu résistante, une épilepsie absence juvénile. Et puis, vous avez un syndrome épileptique qui n'est pas reconnu par la classification internationale, qui est d'épilepsie avec des absences fantômes, qui avait été décrit par Payanatopoulos, où dans 50% des cas, vous avez fréquemment des états de mal absence. Alors, donc, cette dame qui a une épilepsie absence juvénile, qui résiste aux médicaments, on la prend en enregistrement EEG vidéo prolongé. Elle avait eu un enregistrement, je pense, de 24 heures pour faire le bilan, en fait, de son épilepsie. Et là, vous voyez une absence typique sur le plan EEG. Et là, je vous la montre en vidéo. Vous voyez que finalement, elle a quelques automatismes au niveau des mains. Elle plie son journal. Elle a eu un petit peu quelques automatismes au niveau de la bouche. Mais vous avez sur un plan électroencéphalographique une décharge de pointe onde généralisée tout à fait typique d'une absence. Donc, on la prend sur un enregistrement de 24 heures et dans la période du réveil, ce qui est souvent le cas dans une épilepsie absence, vous avez une activation des absences dans la période du réveil. On va voir dans la période du réveil s'enchaîner absence sur absence et elle va présenter un état de mal absence, comme vous le voyez ici sur cette diapositive. Donc, cet état de mal est tout à fait typique avec des pointes ondes. Vous avez des polypointes, donc c'est tout à fait typique. Là, vous avez des belles pointes ondes. C'est un état de mal absence. Vous voyez
15 minutes plus tard, vous êtes dans la définition d'un état de mal. Ici, on retrouve des complexes un peu polypointes. Vous avez 3 pointes suivies d'une onde qui sont bilatérales, antérieures. Et puis, 1 heure plus tard, ça se termine par une crise généralisée tonico-clonique. Donc, je vous remontre l'évolution temporelle, c'est-à-dire que, par exemple, 15 minutes plus tard, ici c'était 20 minutes plus tard, vous n'avez pas tout à fait le même aspect qu'au début de la décharge. Une patiente qui est confuse et sur un plan sémiologique, son mari est présent dans la chambre, il avait assisté à l'enregistrement, il avait dormi avec son épouse et il ne s'est absolument pas rendu compte qu'elle était en état de mal-absence. Bien entendu, si on avait fait des tests neuropsychologiques pendant l'absence, on aurait trouvé des choses, mais vous voyez que c'était infraclinique cet état, puisque le mari présent ne s'en rend pas compte. Une autre observation d'une dame de 67 ans qui est professeure d'anglais, qui a un antécédent d'absence à l'adolescence et qui fait une première crise généralisée tonico-clonique durant sa première grossesse. Elle n'a eu qu'une seule grossesse, mais ça, on le saura après, parce que sa fille, qui est présente lors de la consultation, ne savait pas l'histoire de sa mère, ce qui est un peu logique puisqu'elle n'était pas née, puisque c'était pendant la grossesse de sa mère sa mère a fait une crise généralisée tonico-clonique. Alors peut-être la période aussi post-ménopause est peut-être une période à risque par rapport à ces états de mal-absence. Donc cette dame, elle n'a pas de traitement antiépileptique et puis elle fait une crise généralisée tonico-clonique qui est une surprise pour sa fille, qui l'amène aux urgences. Et puis elle ressort des urgences et puis elle trouve que sa mère est toujours un petit peu bizarre, elle n'a pas récupéré ses facultés intellectuelles et donc elle l'amène 24 heures plus tard en consultation et quand on la voit, on trouve en fait cet état. Alors, je vous ai transcrit en fait le dialogue parce que si vous l'entendez pas très bien, j'ai pas ma vidéo qui marche, mais en fait, le dialogue, ce que l'on peut voir, c'est que cette dame, bon, vous voyez, elle a les yeux ouverts, et moi, je lui demande sa profession. Et là, elle est déjà incapable de me dire qu'elle était professeure d'anglais. Donc, c'est sa fille qui répond. Et je vais lui faire un petit dialogue en anglais. Donc, je lui demande you were English teacher. How old are you? Elle me répond I am 15. Je lui dis 15. Elle me dit yes. Je lui dis it is quite young. Elle me répond are you sure? Alors, je lui dis 15 or 50. Elle me dit 15. 15, you are not 15. Yes, I am. You think. Donc, vous voyez, pour une ancienne professeure d'anglais, le niveau n'était pas non plus très, très élevé. Et la diapositive suivante pour vous montrer en fait que cette patiente, bon, elle a un état confusionnel. Déjà, par rapport à l'EEG, vous voyez l'aspect EEG à ce moment-là, il est un peu différent de l'aspect EEG que vous voyez ici. Elle est capable d'exécuter des ordres simples. Donc, c'est un état confusionnel. Elle n'est pas en train de dormir au fond de son lit. Donc, ça, c'est une épilepsie absence qui était rentrée en rémission à l'âge adulte dans la période post-ménopause, une récurrence d'une crise généralisée tonico-clonique et d'un état de malabsence avec un EEG qui est tout à fait typique, avec une activité qu'on va dire continue, de pointonde, de polypointonde, de bilatérale, diffuse, que vous voyez sur l'ensemble des électrodes. Alors, j'en ai profité chez cette patiente pour lui faire quelques tests neuropsychologiques et au début, pendant l'état de mal, je lui demande de dessiner une marguerite. Avant, je lui avais demandé de dessiner une horloge et elle persévère sur le dessin de l'horloge. Et la marguerite, elle me le fait ici au centre. C'est ce gribouillis, la marguerite. Je lui fais 1 mg de clonazepam pour avoir un test diagnostique, une normalisation clinique et un aspect thérapeutique, bien entendu. Donc, vous voyez, après 1 mg de Rivotril, la marguerite, elle est un peu plus jolie, elle est beaucoup mieux ici, mais elle n'est pas tout à fait bien dessinée. Je lui refais une deuxième injection de Rivotril, de clonazepam, et vous voyez, pratiquement 1 heure après la deuxième injection, la patiente capable de dessiner une jolie fleur et sur le plan EEG, la disparition des anomalies épileptiques.
Ensuite, vous pouvez avoir des états de mal absence typiques, mais qui vont compliquer une épilepsie généralisée idiopathique, mais favorisée par certains facteurs, manque de sommeil, mais surtout arrêt de certains médicaments, comme arrêt d'une benzodiazépine ou l'utilisation de médicaments antiépileptiques inappropriés, tels que de la carbamazépine, de la phénitoïne et du vigabatrin. Et ceci avait été montré par Pierre Thomas dans son article avec Pierre Janton et Luc Valton en 2006, publié dans Brain, où ils avaient colligé un certain nombre de patients avec une épilepsie généralisée idiopathique aggravée par certains médicaments antiépileptiques, dont la phénitoïne, la carbamazépine. Par exemple, chez ce patient de 39 ans qui faisait des états de mal absence tous les matins. Donc, je vous montre ici l'observation d'un patient de 58 ans avec une épilepsie généralisée idiopathique. Il fait des états confusionnels pendant plusieurs heures. Il est traité par carbamazépine. Et là, ma foi, on a un EG qui est tout à fait typique d'un état de mal absence, car on peut noter une activité qui est bilatérale sur l'ensemble des électrodes. Là, le montage, ici, on est sur la ligne médiane en haut. Là, on est supracilien droit, supracilien gauche. La temporale droite, temporale gauche. Et donc, on voit des pointes ondes, mais on voit aussi des polypointes, ou on pourrait appeler ça des rythmes rapides. Là, vous voyez une succession de pointes terminant par une onde, une succession de pointes, pointe-onde. Donc, un aspect tout à fait caractéristique, indéniable d'un état de mal épileptique, absence. Et vous voyez, quelques instants plus tard, c'est pour vous montrer un peu toujours la modification de l'aspect EEG. Là, on retrouve peut-être plutôt des aspects de polypointe onde plutôt que précédemment des aspects où il y avait plus de rythme rapide. Une autre observation, une dame de 24 ans qui a une épilepsie myoclonique juvénile, mais qui a aussi des troubles bipolaires, donc des troubles psychiatriques, et elle est hospitalisée en psychiatrie pour ces troubles bipolaires. Et à l'époque, en France, les psychiatres prescrivait beaucoup de clonazepam. Maintenant, c'est interdit pour les psychiatres. Et elle avait une énorme dose, elle avait 14 mg par jour. Et le psychiatre décide d'arrêter brutalement le clonazepam pour remplacer par de l'oxazepam. Ce ne sont pas du tout les mêmes molécules. Clonazepam a des propriétés antiépileptiques. L'oxazepam nous l'adresse pour un EEG parce qu'elle a un état confusionnel et puis elle est dans un état catatonique. Elle a des myoclonies de la face et des bras. Donc, on peut la voir ici en vidéo, mais malheureusement, la vidéo ne va pas marcher. Donc, ce que vous pouvez voir sur cette vidéo, c'est que elle a les yeux ouverts. Elle a les yeux ouverts. Et donc, l'EEG montre une activité continue, un état de mal, donc absence. Je lui fais, comme sur la patiente précédente, une injection. Ah, j'ai plus la souris. Je lui fais, comme sur la suivante, une injection de clonazepam. Et le clonazepam va résoudre cet état de mal et vous allez voir la différence que l'on peut voir sur photo, sauf que je n'arrive pas. C'est mon programme. Next. Next. Alors, yes, this. La définition n'est pas très bonne. Bon, mais vous voyez l'état de mal ici, l'activité rythmique, après l'injection de Rivotril sur la droite et la transformation ici, une patiente qui est en train de rire. Next. Donc, état de mal, absence typique. Maintenant, je vais donc parler suivante. Next. État de mal, absence de nouveau. Alors, de nouveau, c'est parce que je pense que ça traduit quand même un certain terrain d'épilepsie généralisée idiopathique, mais ce sont des personnes qui développent un état de mal et on considère que ce sont un état de mal symptomatique d'une crise, que c'est un état de mal symptomatique. Suivante. Donc, ce n'est pas n'importe qui va développer ce type d'état de mal. Next.
Donc, par exemple, ça a été bien décrit par Pierre Thomas, c'est surtout favorisé par l'arrêt des benzodiazépines, voire l'utilisation excessive de psychotropes, contexte d'hyponatrémie, donc contexte d'hypocalcémie, donc dysmétabolique, alcoolisme. Donc, je vous l'ai dit, ça correspond sur un plan de la définition à une crise symptomatique aiguë, donc un état de mal symptomatique aigu, et si on évite le facteur, il n'y a pas besoin de traitement au long cours. Next. Donc, je voulais vous montrer en vidéo une patiente qui a des troubles bipolaires, qui est traitée au long cours par et Rivotril. Et c'est la même chose que la précédente. On lui arrête le clonazepam et elle est hospitalisée pour un état mutique, comme vous voyez ici sur l'EEG. Elle ne répond pas. Elle a la vidéo pour montrer qu'elle a quelques secousses périoculaires, des myoclonies palpébrales. Et bien entendu, c'est l'électroencéphalogramme qui va vous faire le diagnostic d'état de mal absence. Et entre les épisodes, elle était délirante parce que je vous rappelle que cette dame, elle avait une psychose maniaco-dépressive qu'on appelait anciennement par ce nom, donc trouble bipolaire. Donc, entre les épisodes de mutisme, bon, ben, on retrouvait son état plus ou moins, disons, subnormal. Son EEG, next, on va le voir mieux sur les diapositives suivantes. Donc, vous voyez qu'on va avoir ici sur cette planche d'EEG, l'EEG est normal et on voit apparaître des absences qui vont se succéder les unes après les autres. Next. Donc, ici, donc, une absence, et vous pouvez remarquer, si vous avez ma souris, vous la voyez, ça débute par un aspect de pointon dégradé, des rythmes rapides sur les régions antérieures, ça se modifie, des ondes lentes, des polypointondes. Next. Et vous voyez donc la modification dynamique de l'état de mal, avec ici plutôt un aspect de polypointonde qui est différent de la première page d'EEG. Next. La modification de l'EEG, elle est toujours en état de mal. On voit beaucoup moins bien les aspects de pointonde, mais plutôt ici de rythme rapide ou de polypointonde. Next. Donc, on a vu ici un état de mal de nouveau du sujet adulte de plus de 50 ans qui ne complique pas une épilepsie généralisée idiopathique préexistante puisqu'elle n'a pas d'antécédent d'épilepsie, mais qui, à mon avis, traduit un certain terrain quand même d'épilepsie généralisée idiopathique. Maintenant, dans cette demi-heure suivante, je voudrais entrevoir les diagnostics différentiels. C'était la thématique de cette conférence. Donc, next. Pour vous parler, je l'ai présenté plusieurs fois donc au Maroc, les 5 questions qui vous permettent de faire la différence entre une encéphalopathie métabolique toxique et un état de mal non convulsif. Next, donc on va les reprendre les unes après les autres. Et la première question, bien entendu, est-ce que vous êtes sur un plan clinique, un état confusionnel ou un problème isolé de la vigilance? Donc, vous avez vu un état confusionnel, vous êtes dans un état de mal épileptique. Si c'est un état isolé, un trouble isolé de la vigilance, vous êtes très probablement dans une encéphalopathie. Next. Ici, chez cette patiente, c'est pour vous remontrer est-ce un état confusionnel ou un problème isolé de la vigilance. C'était un problème c'était un état confusionnel parce que vous voyez qu'elle avait les yeux ouverts en bas. Elle était confuse, elle ne répondait pas aux questions, mais ce n'était certainement pas un trouble isolé de la vigilance. Elle n'était pas en train de dormir. Next. Alors, je vous ai dit confusion, état de mal épileptique, mais bien entendu, si vous avez une atteinte de la vigilance et des signes neurologiques, là, vous pouvez être dans un état de mal épileptique. Je vous ai dit en début de conférence une atteinte isolée de la vigilance. Si vous avez des signes neurologiques comme par exemple des crises, vous voyez des crises cloniques, vous avez des manifestations avec déviation paroxystique des yeux, modification de la respiration, là, c'est totalement différent. Vous êtes plus en face d'une atteinte isolée de la vigilance. Next. Ensuite,
La deuxième question, est-ce que vous avez une fluctuation des symptômes ou une atteinte progressive de la conscience allant de la somnolence au coma? Donc, vous avez bien vu à gauche que un état de mal, absence, ça fluctue. Si vous avez une encéphalopathie métabolique comme une insuffisance hépatique, vous avez une progression. Dans le cadre d'une insuffisance hépatique, vous avez au début troubles de la concentration, fatigue, somnolence excessive, le patient ou la patiente se met à dormir, ça va jusqu'au coma, et si vous ne traitez pas, la personne finit par en mourir. Donc, vous avez une évolution, une dégradation progressive. Next. Donc, maintenant, ce qui est fondamental dans l'électroencéphalogramme et ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, la question 3, est-ce que c'est une activité EEG qui est rythmique ou périodique? Rythmique, vous l'avez en haut avec une succession d'ondes, c'est une activité qui est rythmique. En bas, vous avez une activité périodique parce que vous avez un paroxysme, vous avez une période où vous avez un retour au rythme de fond et vous avez de nouveau un paroxysme, un retour à un rythme de fond, un paroxysme, un retour à un rythme de fond, un paroxysme. Donc, c'est la définition de rythmique et périodique. Next. Alors, deux exemples ici, dans le cadre d'une encéphalopathie métabolique sur insuffisance rénale, vous avez des ondes triphasiques. Et ici, vous avez, dans le cadre d'un Creutzfeldt-Jakob, vous avez une période entre les complexes. Donc ici, en bas, c'est très facile de voir que c'est une activité périodique, mais ici, par exemple, ça pose des problèmes à certains à interpréter comme des activités périodiques. Et cette figure, elle fait partie d'un article qui va être publié bientôt dans le Journal of Clinical Neurophysiology. Et avant publication, il y a un auteur qui m'a écrit, il disait que ce n'était pas périodique, cette figure, et il disait que parce que les ondes sont vraiment très très proches, j'ai beau lui expliquer à 2 reprises que c'était périodique, il n'a pas compris. La 3e fois, je ne lui ai pas répondu à son mail, mais je vous ai expliqué pourquoi c'est périodique. Next. Alors là, c'est la description, c'est l'article Princeps de Bickford de 1955 sur les ondes triphasiques dans les comas hépatiques. Et vous voyez que dans cet article, les ondes triphasiques se succédaient les unes sur les autres. Donc, si on regarde de loin, on peut se dire c'est rythmique ou c'est quasi rythmique. Donc ça, c'est l'article Princeps de 1955. Et vous voyez en bas cet aspect qui est très, très impressionnant. Et si vous le regardez de loin, vous pouvez vous dire effectivement, c'est rythmique. Mais non, quand on le regarde de près, c'est périodique et je vais vous dire pourquoi. Next. Par exemple, ici, vous avez une dame qui s'est tentative de suicide au paracétamol, qui fait donc une hépatite fulminante, qui est dans le coma, et vous avez cette activité que l'on peut décrire d'ondes triphasiques périodiques. Alors, pourquoi ce sont des ondes triphasiques? Elles sont bien entendu subcontinues, mais vous pouvez les compter 1, 2, 3, moi je les compte comme ceci. Alors, c'est périodique, next, parce que si vous comptez sur une seconde, vous avez 2 complexes. Donc, vous n'avez pas chez l'adulte du point-onde à 3 cycles. Le point-onde chez l'adulte, il est à 3 cycles par seconde dans une épilepsie généralisée idiopathique. Il est éventuellement à 2,5 cycles par seconde dans un syndrome de Lennox-Gastaut, mais vous n'avez pas de point-onde quand même à 2 cycles par seconde ou en dessous de 2 cycles par seconde. Donc, vous comptez les complexes sur une seconde, et si vous voyez 2 complexes, vous êtes très probablement dans le cadre d'une activité périodique et non dans le cadre d'une activité rythmique. Next. Donc, next. Alors, pourquoi c'est important? Next, c'est que une activité rythmique, une crise d'épilepsie, par définition, c'est une activité rythmique. Donc, un état de mal, par définition, vous avez une activité rythmique. C'est ce que je vous ai dit en début de conférence, quelle que soit la morphologie du grapho-élément. Next. Une activité périodique, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être un état de mal épileptique, non convulsivant, je ne dis pas le contraire, en particulier lorsque vous avez des activités périodiques latéralisées. Mais si vous avez des activités périodiques diffuses sur les EG, vous devez vous poser comme question, est-ce que je ne suis pas en face d'une encéphalopathie toxique ou métabolique? Next.
Donc, sur cette patiente, est-ce que c'est une activité EEG rythmique ou périodique? Ici, il n'y a strictement aucun doute, vous étiez en face d'une activité rythmique qui n'était absolument pas périodique. Next. La quatrième question, on l'a abordée. Est-ce que l'activité EEG est dynamique ou est-ce que vous avez une évolution spatio-temporale du pattern EEG ou est-ce que vous avez une présentation monomorphe de l'EEG? Next. Donc ici, c'est pour vous montrer la jeune femme avec l'état de mal non convulsivant. Ici, c'était en 30 mm/s. On a perdu en résolution et vous voyez qu'à différents moments, on n'observe pas le même aspect électroencéphalographique. C'est l'évolution temporelle du pattern EEG, next, qui est corollaire avec la confusion qui est variable. Et je vous remonte l'encéphalopathie métabolique. Ici, c'était une encéphalopathie hyperammoniémique. Et donc, quel que soit le moment de l'électroencéphalogramme, on retrouve toujours la même chose, des aspects de pointe onde diffuse. C'est exactement le même EEG, quel que soit le moment où vous regardez l'électroencéphalogramme. Next. La cinquième question est très importante. Est-ce que votre EEG est réactif à la douleur, à la veille, au sommeil, au réveil et aux différents médicaments antiépileptiques? Et ce qui est fondamental, si vous faites un test aux benzodiazépines, le test est positif si vous avez à la fois une normalisation ou une pseudo-normalisation de votre électroencéphalogramme et un retour à une conscience normale, avec une normalisation de la conscience. Et ceci, le deuxième critère est oublié par certains. Ils considèrent uniquement la normalisation de l'EEG en oubliant la normalisation de la conscience. Si vous avez que la normalisation de l'EEG, votre test est négatif, vous ne pouvez pas l'interpréter comme positif. Next. Ici, vous voyez une encéphalopathie métabolique sur insuffisance rénale avec des ondes triphasiques qui prédominent en postérieur, sur les régions postérieures, un EEG très, très impressionnant. Et vous voyez, quand on stimule la patiente, quand on la pince, vous voyez des artefacts musculaires et vous voyez que les ondes triphasiques disparaissent. Donc là, vous êtes en faveur d'une encéphalopathie métabolique. Rappelez-vous la définition électroencéphalographique d'un état de mal. Absence, c'est une activité qui est bilatérale, rythmique et non réagissante. Donc, il est impossible, en face d'un état de mal épileptique, d'arrêter l'état de mal si vous pincez, si vous stimulez la patiente. Donc ça, si vous avez un doute sur l'EEG, quand vous faites l'EEG, le technicien, la technicienne doit stimuler pour s'assurer qu'il y a une réactivité. Si vous avez et la stimulation doit être assez forte pour entraîner des artefacts musculaires, pour provoquer un complet réveil. Donc si les ondes paroxystiques disparaissent, vous n'êtes pas en faveur d'un état de mal épileptique. Next. C'est à peu près la même chose. Vous voyez des ondes à gauche triphasiques qui sont impressionnantes, qui sont effectivement pointues, mais lorsque l'on stimule la patiente, vous avez des artefacts musculaires et vous voyez que ces activités disparaissent. Donc, si ça disparaît, ce n'est pas un état de mal épileptique, vous êtes dans le cadre d'une encéphalopathie métabolique. Next. Alors, par rapport au cycle veille-sommeil, l'influence du sommeil sur les ondes triphasiques ont été évaluées, et en particulier à Montpellier, mais je crois que ça a quand même été oublié un petit peu dans la littérature, c'est que ça a été surtout étudié dans les encéphalopathies hépatiques, c'était beaucoup plus facile à étudier, et les auteurs des années 70, des années 80 rapportaient que les ondes triphasiques étaient augmentées lors de la veille et réduites en sommeil. Et quand on lit le traité d'électroencéphalographie de Niedermayer, l'article de Niedermayer de 1999 sur les encéphalopathies hépatiques, il dit très clairement dans son article que les patients, lorsqu'ils sont invités à s'endormir, les ondes triphasiques disparaissent pendant toute la durée du sommeil. Donc finalement, le sommeil induit une disparition des ondes triphasiques. Et si on veut faire les ondes triphasiques tout au long du cycle veille-sommeil,
on s'aperçoit qu'elles sont peu présentes en veille active. Alors, veille active, je veux dire quand le patient a des artefacts musculaires. Par contre, elles sont vues essentiellement dans les états de somnolence. Un patient qui a une encéphalopathie métabolique, il est somnolent. Et elles vont disparaître au cours du sommeil, alors qu'ils soient spontanés ou induits par les benzodiazépines ou le propofol. Suivante, next. Donc ici, vous avez un exemple typique d'une insuffisance rénale, et parce que l'EEG est impressionnant, vous avez une injection d'1 milligramme de clonazepam, et vous voyez ici, sur la droite, sur ma droite en tout cas, la disparition des ondes triphasiques, next. Donc la pseudo-normalisation de l'EEG, mais il faut considérer votre test positif s'il y a une normalisation de la conscience, next. Ce qui n'a pas été le cas, puisque au contraire de se réveiller, elle s'est endormie de façon plus profondément. Donc le test est négatif. Next. Donc ici, chez cette patiente, on reprend cette patiente. Vous voyez en B la normalisation de l'EEG et la normalisation comportementale où elle se met à rire avec les infirmières et les médecins présents dans la pièce. Next. Donc là, le test est positif. Maintenant, un cas clinique. Ce monsieur a 36 ans. Il est hospitalisé pour un coma d'installation brutale et donc vous avez 7 électroencéphalogrammes. Next. Le réanimateur décide de faire une injection de propofol et vous voyez qu'une très nette amélioration de l'EEG avec disparition des paroxysmes précédemment vus, mais pas d'amélioration clinique. Next. Donc, est-ce que vous êtes en présence d'un état de mal convulsivant ou d'une encéphalopathie? Donc, on va faire les 5 questions pour y répondre. Next. Donc, quand on reprend l'histoire, est-ce un problème confusionnel ou un problème isolé? J'insiste sur isolé de la vigilance. Next. C'était un problème isolé de la conscience, puisque c'était un coma. C'est un monsieur qui est rentré rapidement en coma. Next. Donc, première question, une atteinte isolée. Est-ce qu'il y avait une fluctuation des symptômes, une atteinte progressive de la conscience allant de la somnolence au coma? Next. Il n'y a eu aucune fluctuation puisqu'il est rentré rapidement dans un coma, dans un sommeil excessif. Next. Est-ce que cette EEG est rythmique ou périodique? Next. Alors, il faut me croire, cette activité, elle est périodique, même si vous la trouvez impressionnante. Vous pourriez dire, c'est du pointon lent à 1,5 cycles par seconde. Non, quand on la regarde, c'est ce que je vous ai expliqué, vous avez moins de 2 complexes par seconde. Donc, vous n'êtes pas en face d'une activité de pointe-onde rythmique, vous êtes en présence d'une activité d'onde triphasique périodique. Next. Est-ce que cette activité EEG est dynamique avec une évolution spatio-temporale? Bon, ça, il faut regarder tous les EEG, donc il faut me croire, c'était très, très monomorphique. Next. Et la dernière question, la réactivité, donc considérer le test positif aux benzodiazépines s'il y a une normalisation de la conscience et de l'EEG. Next. Donc le propofol, c'est comme les benzodiazépines, ça vous induit en sommeil. Next. Donc vous avez une normalisation, une pseudo-normalisation de l'EEG, mais au contraire, le patient s'endort, donc il n'y a pas d'amélioration de la conscience. Next. Donc si vous répondez à toutes ces questions, ce n'est certainement pas un état de mal non convulsivant, mais vous êtes en présence d'une encéphalopathie métabolique et c'était un trouble du cycle de l'urée. Next. Donc une autre observation, une dame de 66 ans qui a des troubles bipolaires et qui a été opérée d'un méningiome optochiasmatique droit et qui est hospitalisée en soins intensifs neurologiques pour un trouble de la vigilance. Et vous voyez cet électroencéphalogramme qui est quand même assez impressionnant. Vous avez quand même des activités paroxystiques pointues qui prédominent plutôt en postérieur, sur les régions postérieures et qui prédominent très nettement sur l'hémisphère droit. Next. Donc cette EEG est interprétée comme un état de mal non convulsivant. Donc elle est traitée et un jour plus tard, elle a 3 médicaments antiépileptiques
lacosamide, lévétiracétam, clonazepam. Et au contraire, il n'y a absolument pas d'amélioration par rapport à l'EEG précédent. Et moi, je dirais même il y a une aggravation. Donc là, les médicaments, strictement aucun effet. Donc vous regardez cet EEG ici, aucune amélioration. Vous voyez cet EEG quelques instants plus tard et vous voyez, et on va essayer de répondre. Alors, l'attitude thérapeutique, est-ce que vous poursuivez les traitements antiépileptiques ou vous rectifiez le diagnostic? Next. Donc, quand on reprend l'histoire, c'est une atteinte isolée de la vigilance. Ce n'est pas un état confusionnel. Next. Si vous devez décrire ces activités, ce sont des activités généralisées périodiques, en anglais Generalized Periodic Discharges. Ce ne sont certainement pas des activités rythmiques. Next. Et ici, vous n'avez pas besoin de faire de test aux benzodiazépines. Vous avez une réactivité lorsqu'on stimule la patiente. Vous voyez des artefacts musculaires. Donc, elle augmente son niveau de vigilance. Et grâce à cette stimulation, vous voyez bien que là, ici, elle était très somnolente, aucun artefact musculaire. Sur la partie droite, plus des artefacts musculaires, vous n'avez plus de d'ondes triphasiques, vous avez une réactivité. Donc, vous n'êtes pas en présence d'un état de mal non convulsivant. Next. Donc, il s'agissait d'une encéphalopathie toxique, un surdosage en lithium. Next. Alors, vous allez me dire pourquoi le premier EEG était très nettement asymétrique et avait trompé la personne qui a interprété l'EEG. Je vous rappelle l'antécédent. Elle avait été opérée d'un méningiome optochiasmatique droit et donc elle avait un rythme du volet à droite. Et quand vous avez un rythme du volet ou un rythme de brèche, tous les rythmes, qu'ils soient physiologiques ou pathologiques, sont augmentés en dessous du volet. C'est pour ça que sur le premier EEG, vous avez une asymétrie avec des ondes triphasiques qui prédominaient sur l'hémisphère droit à cause du rythme du volet, à cause de l'antécédent de chirurgie à droite. Next. Après, une dernière observation, et je vais terminer par rapport à cette publication. Vous voyez, super refractory non convulsive status epilepticus en rapport avec un empoisonnement volontaire au méthaldéhyde. Donc, quand on reprend cette observation, il s'agit d'une femme de 68 ans qui est retrouvée dans le coma avec un Glasgow A3. Alors, elle est retrouvée dans le coma, on peut se poser la question, on peut faire l'interrogatoire, est-ce qu'elle n'aurait pas fait des crises d'épilepsie généralisée tonico-clonique passées inaperçues? Non, semble-t-il non, c'est un coma. Next, il semble s'agir d'un coma isolé. Donc ici, vous avez l'EEG tiré de cet article, interprété comme des activités continues de pointe onde ou d'ondes lentes aiguës, de complexes d'ondes lentes aiguës, compatibles avec un diagnostic d'état de mal non convulsivant du coma. Next. Une minute, Philippe. Une minute oui, encore. voilà, j'ai terminé. Donc, une injection de 5 mg de midazolam et vous voyez l'EEG, next, et donc les auteurs interprètent comme un état de mal non convulsivant. Quand on reprend les 5 questions, next, vous avez sur un plan clinique une atteinte isolée de la vigilance, vous n'aviez pas d'autres symptômes. Next. L'EEG, next. Quand on le regarde, c'est certainement pas une activité de pointe onde continue, c'est une activité d'onde triphasique périodique. Next. Et là, vous avez donc la pseudo-normalisation de l'EEG, mais quand vous le regardez, vous voyez des ondes lentes, vous voyez des rythmes rapides. Next. Donc là, même sans savoir l'état clinique de la patiente, vous pouvez déduire qu'elle est en train de dormir. Next. Donc, pas de réveil comportemental. Pour moi, le test est négatif. Next. Donc, moi, cet article, je l'interprète certainement pas comme un état de mal non convulsivant, mais pour moi, vous avez tous les critères d'une encéphalopathie toxique. Donc, voilà. Next. Je voudrais terminer en conclusion. Next. Et j'en ai pour 30 secondes. Retenez bien rythmique versus périodique. Next. 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 La confusion mentale versus l'atteinte isolée de la vigilance. Si vous avez des signes neurologiques, vous êtes en présence peut-être d'un état de mal. Next.
et puis les différents aspects électroencéphalographiques pour faire la différence entre un état d'absence ici sur votre gauche, une encéphalopathie métabolique, ici en bas une encéphalopathie métabolique, et ici sur la droite c'était des activités périodiques dans le cadre d'une encéphalopathie post-anoxique. Voilà, j'ai terminé. Merci bien. Voilà, j'ai terminé. Vous pouvez arrêter le diaporama. Ça, c'était pour montrer les atlas. Voilà. Oui, merci Philippe pour cette présentation, excellente présentation, claire et précise. Alors, nous sommes un petit peu bousculés par le temps, mais on va essayer quand même de prendre quelques questions qui ont été posées. Alors, je te demande, Philippe, s'il te plaît, si on peut avoir des réponses Oui. brèves. Alors, un adulte avec absence d'hémioclonie et qui présente actuellement des crises généralisées tonico-cloniques avec polypointome généralisée, s'agit-il d'une épilepsie myoclonique juvénile ou une épilepsie absence juvénile? S'il y a une prédominance des myoclonies, c'est plutôt une épilepsie myoclonique juvénile. Après, ça peut être aussi une évolution vers une épilepsie myoclonique progressive. Donc, il faut le suivre. Oui. Le pattern des absences, c'est plutôt du pointonde. Si vous avez du polypointonde, on est plutôt dans le cadre de myoclonie, donc plutôt une épilepsie myoclonique juvénile. Alors, une autre question. Un test au benzodiazépine positif ne se voit qu'en cas d'état de mal-absence. Point d'interrogation. Oui, dans un état de mal, mais il faut bien entendu, il faut reprendre, le test est positif si vous avez une normalisation de l'EEG et un réveil comportemental. Sinon, si la personne ne se réveille pas, votre test est négatif. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec les différents exemples. C'est très important, il faut que la personne se réveille. Si la personne s'endort, si elle se met à dormir, votre test est négatif. C'est l'effet du sommeil sur les activités paroxystiques, sur les ondes triphasiques. Alors, une dernière question, celle de Shahnaz, professeur Trépi. Alors, elle pose la question concernant l'activité périodique dans le Creutzfeldt-Jacob. Il y a une activité entre les paroxysmes périodiques. Est-ce que c'est la même définition? Oui, pour moi, c'est la même définition. En général, c'est quand même beaucoup plus facile à interpréter parce que vous voyez bien la période, mais je vous dirais quand même qu'il y a des publications où on veut faire croire qu'il y a des états de mal non convulsivants en interprétant des complexes comme les activités rythmiques et en interprétant faussement la réactivité aux benzodiazépines. C'est exactement la même problématique que pour les encéphalopathies métaboliques, c'est que certaines personnes ont des difficultés à reconnaître une activité périodique d'une activité rythmique. Moi, je me répète, une activité rythmique diffuse à moins de 2 cycles par seconde, chez l'adulte, je ne vois pas dans quelle épilepsie vous pouvez avoir une activité de pointonde à 2 cycles par seconde ou à 1,5 cycles par seconde généralisée chez l'adulte. Si vous avez une activité à moins de 2 cycles par seconde, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas une activité périodique avec des complexes en fait, qui sont la main dans la main, comme je vous ai montré dans l'article de Bickford, finalement. Oui. Alors, pour ma part, pour terminer, je voudrais juste faire une remarque. Comme vous le savez, l'incidence, la consanguinité est très fréquente au niveau du pourtour méditerranéen, notamment au sud. Et nous avons beaucoup de syndromes, donc d'épilepsie généralisée génétique, notamment l'épilepsie myoclonique juvénile. Oui. Alors, pour peu que la myoclonie soit partielle, c'est considéré comme une épilepsie partielle et on prescrit de la carbamazépine. Et souvent, alors il faut savoir que l'aggravation des épilepsies généralisées idiopathiques par les médicaments, non seulement il y a une transformation de la symptomatologie, et même au niveau syndromique, et les patients peuvent se présenter avec un état confusionnel et ils se retrouvent même parfois pour bilan pré-chirurgical. Pour dire. C'est des possibilités, c'est vrai. Voilà, nous tenons à remercier beaucoup Philippe et on va passer à la deuxième séance et je donne la parole à M. Djellaoui. Je vous remercie beaucoup. Bonjour,
Bonsoir, merci professeur Ouazani. Je remercie aussi professeur Zulis pour son excellente communication. Nous allons enchaîner par la suite, sans perdre beaucoup de temps, avec la communication de Dr Lahjoudi Fatiha. Permettez-moi d'abord de présenter professeur Lahjoudi Fatiha. Alors, professeur Lahjoudi Fatiha fait sa formation de neurophysiologie en France, puis son post-doctorat aux USA dans le NIH. Elle pratique actuellement au service de neurophysiologie clinique de l'hôpital de Rabat. Elle est spécialisée, donc elle prend notamment en charge les patients dans le cadre du bilan pré-chirurgical, dans le cadre de la chirurgie d'épilepsie dans l'hôpital de Rabat. Et le professeur Lahjoudi va nous parler aujourd'hui des EEG dans les épilepsies généralisées idiopathiques. Donc, je donne la parole à professeur Lahjoudi. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. C'est un honneur pour moi de participer à cette série de webinaires organisés par la Ligue internationale contre l'épilepsie à visée éducative. Donc, ma présentation s'intitule « EEG dans les épilepsies généralisées idiopathiques » que je vais diviser en 3 volets. Un premier volet où je traiterai les aspects typiques des épilepsies généralisées idiopathiques, pour parler ensuite des aspects atypiques qui peuvent erroner le diagnostic, et je finirai par quelques cas cliniques qui vont dans le sens de l'apport de l'EEG de sommeil, EEG prolongé, dans ce genre de diagnostic. Donc, pour commencer, comme vous le savez, ces épilepsies font partie donc de cette panoplie de syndromes épileptiques dits idiopathiques, et dont l'appellation idiopathique a été modifiée par épilepsie généralisée génétique dans la nouvelle classification. Le terme EEG ne sera plus acceptable dans la nouvelle classification que pour le groupe des 4 syndromes épileptiques que je vais traiter aujourd'hui, et qui sont donc l'épilepsie absence de l'enfant, l'épilepsie absence de l'adolescent, l'épilepsie myoclonique juvénile et les crises généralisées tonique-cloniques isolées. Ces épilepsies constituent 15 à 20% des épilepsies de l'enfant et de l'adulte et sont caractérisées par leur bon pronostic, par leur pharmacosensibilité, le fait que l'examen neurologique et radiologique soit normal et par l'absence de troubles cognitifs. Quant aux aspects cliniques, donc ces 4 syndromes contiennent ou sont faits de 3 types de crises: crise absence, myoclonique, généralisée tonico-clonique. Sur le plan EEG, tous ces patterns ont un EEG avec un rythme de fond normal, des anomalies bilatérales synchrones rythmiques, le plus souvent amples en antérieur, faites de pointantes, polypointantes et de polypointes. Et le pattern intercritique est fortement activé par l'hyperventilation ou la stimulation lumineuse intermittente. Comme facteur déclenchant de la crise, nous retrouvons les privations de sommeil, lumière scintillante, jeux vidéo ou la télévision et le stress mental. Donc, je passe maintenant à la description des patterns typiques. Je commence par le premier syndrome, épilepsie absence de l'enfant, dont les crises absences sont caractérisées par leur brièveté, une altération de la conscience de début et fin brusque, par un arrêt, donc une immobilisation, un arrêt des activités en cours, avec composante motrice minime, quelques automatismes peuvent y être présents, et une amnésie post-critique. D'un point de vue EEG, le rythme de fond est souvent normal. Une attention particulière à faire pour ces ondes delta intermittentes occipitales, activité WIRDA, qui sont à 3 Hz,
ou les trains d'onde lente delta postérieurs qui peuvent être présents dans l'EEG de l'enfant et qui sont physiologiques pour l'âge. D'un point de vue EEG intercritique, le pattern d'absence est caractérisé par la présence de pointes ondes à 3 cycles secondes, bilatérales synchrones, activées par l'HPN, peu par la SLI, et comme vous allez voir, la décharge n'est pas très prolongée et ne contient pas de polypointants. Ici, l'exemple d'un tracé d'une patiente chez laquelle on a eu une suspicion d'épilepsie. Donc, vous voyez l'EEG intercritique, ici bien organisé et sans anomalie. Vous voyez ces trains d'ondes lentes delta en postérieur qui sont bilatérales et qui réagissent, qui s'atténuent à l'ouverture des yeux. À la troisième hyperventilation, parce qu'il faut savoir, c'est le premier, le deuxième, le troisième, si ça ne marche pas à la première hyperventilation, il faut savoir activer le patient davantage. À la troisième hyperventilation, on a eu l'inscription de ce pattern d'absence qui est à début et fin brusque, corrélant avec bien sûr la manifestation d'absence clinique. Et en fort grossissement, vous voyez que le pattern est très régulier, fait de pointes ondes à 3 cycles par seconde. C'est un pattern régulier et plus ample en antérieur. Ça caractérise absolument les épilepsies absentes de l'enfant. Et là, je vous montre cet aspect de bouffée intermittente postérieure qui peut induire en erreur le diagnostic d'épilepsie d'enfant vers une épilepsie focale et qui n'est autre que sévérité physiologique. Je passe maintenant aux épilepsies absentes de l'adolescent pour rappeler que sémiologiquement parlant, elles rappellent les épilepsies absences de l'enfant avec des absences moins fréquentes. Les myoclonies peuvent s'associer aux absences et les crises généralisées tonico-cloniques précèdent fréquemment l'installation des absences. D'un point de vue EEG, ce qu'il y a à distinguer entre ces deux types d'absences, c'est l'absence de ces ondes lentes delta postérieures et aussi la durée qui est plus longue et le pattern absence qui est plus fragmenté et qui peut contenir des polypointes. Donc ici, l'absence chez l'adolescent, donc d'installation chez l'adolescent, et vous voyez à plus fort grossissement que la surcharge, donc l'irrégularité un petit peu du pattern pointante et la surcharge en polypointe onde. Et c'est une décharge qui devient plus irrégulière vers la fin de l'absence. Quant aux épilepsies myocloniques juvéniles, cliniquement, donc, la crise myoclonique est marquée par ces secousses musculaires isolées ou groupées en salve qui intéressent l'axe corporel avec les membres, qui peut ne pas s'associer ou s'associe très peu à une altération de la conscience et qui est fréquemment déclenchée par la SCI. Quant à l'EEG, dans ces cas-là, donc je rappelle juste que pour les myoclonies, dans l'épilepsie myoclonique juvénile, la survenue est un peu plus tardive que les absences, il est aux alentours de 12 à 18 ans. Les myoclonies sont fréquemment associées aux crises généralisées tonico-cloniques et l'association avec les crises d'absence est beaucoup moins fréquente. Quant à l'EEG, il est caractérisé par la surcharge aussi bien en intercritique qu'en critique en polypointe et polypointante et la fréquence de la répétition du pattern pathologique de cette pointe polypointante, il est plus rapide que dans les autres syndromes, à savoir 3 à 6 Hz. L'activation, elle est souvent assez fréquemment obtenue avec la stimulation lumineuse intermittente. Et pour le pattern critique, donc il est plus fait de polypointantes assez rapides, donc 10 à 16 Hz, qui sont bien amples, surtout en antérieur. Il peut être assez polymorphe, comme je vais vous montrer ici. Donc là, un pattern intercritique. Donc ici, des polypointes sur un rythme de fond normal, des polypointes suivies d'ondes lentes avec une décharge assez brève qui ne dépasse pas 1 seconde.
Ici, un autre pattern fait surtout de polypointe. Ici, pointante suivi, comme vous le voyez ici, donc un début avec des pointantes et puis après la polypointante. Là, le pattern est, comme je l'ai dit, il peut répondre à l'ASLI, donc comme vous le voyez ici, avec l'ASLI, on a déclenchement d'une décharge paroxystique généralisée brève type myoclonie. Quant à l'EEG critique, donc le plus souvent, le pattern typique, c'est cette décharge brève de polypointe qui ne fait que de polypointe et qui s'insère sur un rythme normal. D'autres patterns sont par rapport aux épilepsies myocloniques juvéniles. Le pattern critique, il est beaucoup plus polymorphe. Donc, je viens de vous montrer le premier type de pattern. Ici, un autre pattern aussi critique. Et vous voyez qu'il est plus fait de pointante. Il n'y a pas beaucoup de polypointe, qu'il est plus fait de pointante. Il est un peu plus prolongé. D'un point de vue sémiologique, le patient a fait ici une petite salve courte de myoclonie, mais le pattern critique était plus prolongé que la secousse myoclonique. Ici, un autre pattern visualisable que l'on retrouve lorsqu'on fait les EEG prolongés, c'est des interruptions au sein d'une crise de cette activité polypointe ou pointante. Donc ici, je me suis emprunté un cas chez une collègue qui montre une épilepsie myoclonique, le pattern EEG d'une épilepsie myoclonique juvénile avec généralisation secondaire. Donc ici, la salve, le patient a eu une salve de myoclonie, c'est ces patterns de polypointe bilatérale centrale, les myoclonies s'activent pour donner lieu à une crise généralisée, comme vous le voyez ici, phase tonique, donc un recrutement phase tonique, toujours, et puis la phase clonique avec ses pointantes de 2,5 à 3,5 cycles par seconde et un effondrement donc, en fin de crise. Donc, comme je l'ai dit, dans les conditions standards, l'EEG dans l'épilepsie myoclonique juvénile peut montrer des anomalies, mais il reste moins sensible que dans les autres EGI. Et il est à savoir que seul le tiers des patients qui présentent une EMJ peuvent répondre sur un EEG intercritique, même avec activation SLI. Le recours donc à d'autres activations qui sont souvent sous-utilisées, mais qui peuvent rehausser la sensibilité de l'EEG est nécessaire. Et de ces activations, je citerai ces trois types. Associer la SLI au test d'ouverture-fermeture des yeux. Dans le premier cas, donc des eye closure sensitivity, dans lequel il va y avoir rehaussement, donc apparition du pattern suite à la fermeture des yeux. Le pattern FOS, Fixation of Sensitivity, qui permet donc à l'apparition d'un pattern suite à l'élimination de la fixation et de la vision centrale. Je vais vous montrer ces deux en icono. Et la troisième activation à laquelle on pourrait avoir recours dans un EEG intercritique, c'est de choisir l'heure d'enregistrement. Il faudrait absolument essayer d'enregistrer les patients chez qui on suspecte une EMJ, soit tôt le matin, avec une dette de sommeil, soit dans les heures de sieste, sachant que les EGI, et en particulier les EMJ, est très sensible et varie avec le rythme circadien. Les anomalies apparaissent beaucoup plus pendant les phases d'assouplissement. Donc ici, je vous montre un pattern qui montre cette hypersensibilité à la fermeture des yeux. On demande à un patient, donc là, il a les yeux ouverts, on lui demande de fermer les yeux, et à la fermeture des yeux, on lance le stimulus lumineux, et souvent, après 3 à 4 secondes, on obtient ce pattern évocateur de myoclonie, donc polypointante, qui ne va pas persister tout au long de la fermeture des yeux. Il va disparaître par la suite. Donc, il va durer que 2 à 4 secondes, ce pattern. Contrairement à l'activation FOS, ici, le patient, il a les yeux ouverts. Dès qu'il ferme les yeux, on va voir apparaître la décharge myoclonique.
il ouvre, on fait disparaître, fermeture des yeux, il va faire réapparaître son pattern de pointe ou polypointe, mais ce pattern va persister tout au long de la période où il garderait ses yeux fermés. Et c'est un pattern que l'on déclencherait spécifiquement dans les myoclonies juvéniles ou dans les épilepsies, dans le syndrome de Givens. Je passe maintenant aux épilepsies à crise généralisée tonico-clonique isolée. Jadis, elles étaient appelées crise grand mal de réveil. Donc, le début, elles sont déjà assez rares. Le début pendant l'adolescence, ils peuvent survenir de façon exclusive des fois ou avec une prédominance tôt le matin ou dans les périodes de relaxation diurne ou après relaxation du soir. Les facteurs déclenchants sont la privation de sommeil et le réveil provoqué. Alors, quant au pattern, donc les crises généralisées tonico-cloniques, comme vous le savez, cliniquement, c'est une phase tonique des 4 membres, suivie d'une phase clonique et puis d'une phase comateuse à laquelle vient l'attitude post-critique relation du patient. Donc, sur l'EEG critique, l'activité de fond, par rapport à l'EEG, l'activité de fond est souvent normale sur un EEG intercritique. Les décharges paroxystiques généralisées sont un peu plus lentes que dans les autres syndromes et on va voir le pattern électrique dans la phase critique. Donc ici, la décharge dans le cas de l'épilepsie généralisée idiopathique, donc vous voyez pointante à 2,5 ou 3 cycles secondes, sur un rythme de fond normal bien sûr. La phase critique, donc le patient fait sa crise, EEG montre des pointes recrutantes en début de crise, ici la phase tonique, et la phase clonique avec ses pointes de pointantes, avec cet aspect de pointante bilatérale, diffus et synchrone. Et ici, la phase d'effondrement ou phase comateuse qui signale la fin de la crise. Donc, ceci étant pour les aspects typiques, qu'en est-il des erreurs diagnostiques qui peuvent survenir dans le cas des épilepsies généralisées idiopathiques et qui peuvent avoir des sources soit cliniques, soit électriques, comme on va voir. Donc, je rappelle juste que le pattern électroclinique des épilepsies généralisées idiopathiques est facilement différenciable des épilepsies généralisées symptomatiques. Cependant, l'analyse de ces patterns dans les EEG prolongés permet de répertorier plusieurs atypies qui peuvent erroner le diagnostic et par conséquent erroner la symptomatologie électroclinique dans ce genre d'épilepsie. Alors, d'un point de vue clinique, il y a 3 types ou 4 types de signes cliniques qui peuvent porter à tort un diagnostic faux de crise focale à la place d'une IGI, à savoir dans les épilepsies absences, ces automatismes qui peuvent être présents quand le patient fait son absence, dans le cadre d'une épilepsie absence de l'enfant ou de l'adolescent, et qui peuvent être confondus avec porter à tort vers une épilepsie partielle, en l'occurrence temporale. Pour les crises généralisées tonico-cloniques, lorsqu'ils sont précédés, c'est rare, mais elles peuvent être précédées par une sensation, un prodrome, donc une aura, ou alors lorsque la crise généralisée commence par une déviation inaugurale de la tête et des yeux d'un côté. Ça peut prêter à tort vers des crises focales. Les crises myocloniques sont plus sujets à ces erreurs diagnostiques puisque l'aura est beaucoup plus présente, surtout l'aura visuelle dans les épilepsies myocloniques. Les myoclonies peuvent être latéralisées et être confondues avec des anomalies focales dans le cadre d'épilepsie focale. Et par ailleurs, la normalité décrite dans les épilepsies, les myoclonies peuvent ne pas être du tout rapportées par le patient, surtout si le médecin ne pose pas la question au cours de l'interrogatoire. Et là, vous voyez que je l'ai signalé, le médecin est censé pour chaque interrogatoire poser les questions autour des myoclonies pour toute la portée thérapeutique que ça peut induire. D'un point de vue électrique,
Donc, soit que l'EEG ne montre pas d'anomalie malgré les activations standards, même si elles sont bien faites, soit que le pattern EEG est atypique. Et là, je signale 6 patterns qui ont été décrits dans la littérature: morphologie atypique, asymétrie d'amplitude, décharge focale, anomalie généralisée à début focal. C'est ces deux en gras qui sont les plus fréquentes dans les EJI. Anomalie généralisée à fin focale ou anomalie sous forme de polypointe ou de rythme rapide. Il est à signaler que les enregistrements prolongés ont permis de répertorier 66% des patients qui peuvent présenter au moins un de ces signes sur leur EEG. Et surtout, le cas est beaucoup plus fort quand il s'agit d'une EMG. Donc là, je vous montre quelques-uns de ces patterns. Ici, en étoile, vous voyez que la décharge typique dans une EJI, c'est d'avoir la pointante ou la polypointante, et que parfois, vous trouvez l'onde qui précède la pointe. Là, c'est un des patterns très, très fréquents où vous voyez la décharge paroxystique généralisée dans une EMJ, précédée ici par des ondes lentes encochées, ou suivies, comme c'est le cas ici, par des anomalies focales. L'aspect le plus fréquent, c'est de retrouver des anomalies généralisées associées à des anomalies focales, et parfois même dans des EMJ, on n'a que des anomalies focales. Il faudrait avoir recours à d'autres activations pour faire sortir ce pattern typique d'EMJ. Un des patterns beaucoup plus rares, c'est des séquences de pointes et de polypointes qui sont de l'ordre de 4 à 6 secondes et qui peuvent être très trompeurs dans un pattern d'épilepsie généralisée idiopathique. Alors, comment l'EEG prolongé peut-il contribuer à éviter ces erreurs diagnostiques, surtout face aux atypies? Alors, on va le voir à travers une série de cas cliniques. Bon, j'en ai pas mal. Vous m'arrêtez quand il faut que j'arrête. Donc, je commence par une première observation d'un patient de 24 ans, ingénieur de formation, sans antécédent, qui a eu la survenue d'une crise généralisée tonico-clonique le jour de son entretien pour embauche. Un EEG a été réalisé tout de suite, c'est avéré normal, et l'IRM a été sollicité par le patient suite à cette crise, qui s'est avérée aussi normale, et la crise a été considérée par son médecin comme étant non épileptique, surtout vu le contexte, non épileptique d'origine psychogène. Une semaine plus tard, le patient a eu une autre crise, toujours généralisée tonico-clonique, et un bilan EEG a été réalisé avec un EEG prolongé. Donc, avant l'endormissement, l'EEG était strictement normal, même avec stimulation SLI aussi à l'HPN. Donc, EEG normal, phase de veille. Dès que le patient a commencé à somnoler, donc en phase d'assoupissement, il y a eu apparition de ce pattern, vous voyez, de polypointe ample, synchrone, qui corrélait avec une secousse myoclonique qui a été enregistrée, corollaire donc de cette activité myoclonique. Et au réveil, on a repris les activations et vous voyez que le tracé est plus sensible après réveil immédiat. Ici, on a la réponse de l'EEG à une stimulation SLI après donc éveil provoqué. Donc, dans ce cas-là, il y a eu un redressement de crise non épileptique d'origine psychogène vers une épilepsie myoclonique juvénile avec crise généralisée tonico-clonique déclenchée surtout par la situation de stress. Une reprise de l'interrogatoire chez ce patient a trouvé la notion de myoclonie isolée qui n'ont jamais été diagnostiquées, et c'est donc grâce à cette phase d'endormissement et des activations
post-réveil que le diagnostic a pu être établi. Donc, deuxième observation chez un patient de 16 ans qui, depuis l'âge de 3 ans, présente des épisodes d'absence résistantes au traitement, apparition depuis l'âge de 8 ans de mouvements d'élévation des membres supérieurs prédominants à droite. Les anciens, on n'a pas eu accès aux anciens EEG, mais un des EEG qui a été juste après son admission chez nous montra des anomalies bitemporofrontales. Suite auquel, à cet enregistrement, le patient a été mis sous carbamazépine avec aggravation de la symptomatologie, notant quand même que ce patient présente des troubles neuropsychologiques et comportementaux. Donc, on l'a pris en vidéo EEG 24 heures. Ici, je vous montre l'EEG avant l'endormissement. Donc, ici, tracé de veille. Et vous voyez ces éléments pointus à gauche qui prédominent en temporofrontal. Toujours en veille, vous voyez des anomalies, mais cette fois-ci plutôt à droite. Elles sont bilatérales, mais prédominent plus à droite. À l'HPL, le pattern s'active surtout à droite. Et à l'endormissement, on a pu avoir une décharge paroxystique très brève de courte durée, faite de polypointantes. Ici, pendant le sommeil léger, donc anomalie bilatérale, et pendant donc excusez-moi, je voudrais cacher la barre. Pendant le réveil intrasommeil, ce patient a eu une absence clinique avec élévation du membre sup et qui a corrélé sur l'EEG avec cette décharge paroxystique, donc à début fin brusque. La manifestation clinique a été associée, donc l'absence a été associée avec des clonies palpébrales, suivies bien sûr de cette élévation brusque des membres supérieurs. Une autre manifestation, on l'a eu toujours chez le même patient, le lendemain quand on l'a réveillé et on a enregistré suite à l'HPL et à la SLI après réveil matinal. Donc vous voyez un autre pattern similaire au premier et un troisième pattern a été obtenu. Et vous voyez que le pattern, il a un début progressif, mais à la fin, vous voyez ces ondes lentes delta monomorphes en antérieur. Donc, le diagnostic retenu chez ce patient, c'est celui d'une épilepsie absence de début précoce qui est caractérisé par un début de 3 à 4 ans, pattern absence similaire au pattern des épilepsies absence de l'enfant, mais particulièrement associé à des ondes lentes delta antérieures et le pattern généralisé est souvent intriqué à des anomalies focaux. D'un point de vue clinique, les absences peuvent s'associer dans ce syndrome à une élévation des yeux et des paupières. Et au cours de l'évolution, on peut avoir la survenue d'une composante myoclonique qui correspondait chez ce patient à cette élévation du membre. L'évolution dans ce syndrome est marquée par des troubles neuropsychologiques et comportementaux. Mais il est à signaler que quand on a des absences très précoces, donc même avant 2 ans, plus précocement que chez ce patient, il faudrait absolument savoir penser à un déficit en GLUT1 et bilanter le patient dans ce sens. Notre troisième observation, c'est celle d'une patiente de 43 ans qui a eu la survenue de crise généralisée tonico-clonique à l'âge de 10 ans. Elle a été mise sous valproate. Les crises ont cessé et la patiente a arrêté d'elle-même sans traitement. À l'âge de 18 ans, il y a eu apparition d'épisodes d'altération partielle de la conscience qui pouvaient durer 2 à 3 jours, une fois tous les mois, et pendant lesquels la patiente pouvait pratiquer ses activités
quotidienne, mais elle est un petit peu confuse, comme si elle avait la tête en l'air. C'est comme ça qu'il le décrivait. Donc, ces épisodes étaient très fréquents et ça a suscité, donc ça a occasionné l'arrêt de la scolarité. Un bilan EEG-IRM était normal. La patiente a eu une grosse dépression et elle a été suivie en psychiatrie. Et c'est le psychiatre qui l'a réorientée vers le neurologue qui lui-même a assisté à une manifestation critique dans son cabinet et il nous l'a orienté pour vidéo EEG. Donc, j'ai pris la patiente, vous voyez là, avant que, au tout début de l'enregistrement, EEG de routine avec EEG activité normale, qui ne répond pas à la SLI. Et au moment où la patiente prenait son petit-déj matinal, donc, on voyait apparaître sur l'écran, il n'y a eu aucune manifestation objectivable de la patiente, mais sur l'EEG, je me suis aperçue de ce pattern pointant bilatéral synchrone qui restait très lent et qui diminuait de fréquence et d'amplitude, mais qui ne s'arrêtait qu'à la réaction de la patiente face à mon appel. J'ai retesté, donc le même pattern est apparu une autre fois et il a duré une trentaine de secondes. L'EEG ne s'est normalisé que lorsque, encore une fois, j'ai appelé la patiente. Donc, à l'endormissement, on a trouvé des anomalies bilatérales et synchrones, comme vous le voyez ici, à type de polypointe onde. Et avoir bien observé la patiente, il y avait, quand elle s'est réveillée, il y avait de temps en temps des petites clonies palpébrales. Le diagnostic donc d'état de mal, absence dans le cadre d'un syndrome de Gibbons, donc myoclonie palpébrale avec absence, a été retenu. L'interrogatoire a révélé chez cette patiente la présence de myoclonie palpébrale déjà au bas âge et qui ont toujours été pris pour des tics. Patiente a été mise sous traitement et je me rappelle avec Siozani que la patiente avait été toute contente à l'annonce diagnostique d'une épilepsie. Elle avait vraiment dit la phrase « Ouf, enfin, on va comprendre que je ne suis pas folle et que je suis plutôt épileptique. » Heureuse de son épilepsie, malheureusement. Donc ici, je vous montre un pattern typique d'une épilepsie chronique juvénile avec cette activation fausse. Une autre observation concerne le patient Smaïl de 22 ans, dont le début de la symptomatologie remonte à l'âge de 8 ans par des épisodes d'immobilisation avec rupture de contact, automatisme gestuel, et à partir de 16 ans, il y a eu enrichissement de la symptomatologie clinique avec apparition de gènes épigastriques, d'automatismes oro-alimentaires associés aux automatismes gestuels. La fréquence était aux alentours de 2-3 par semaine. Les EEG montrèrent des anomalies bitemporofrontales. Le diagnostic donc électroclinique a été en faveur d'une épilepsie temporale. Le patient a été mis sous une panoplie d'antiépileptiques avec pharmacorésistance et même une aggravation de la symptomatologie par la suite, avec apparition de crises généralisées tonico-cloniques nombreuses et le patient a été hospitalisé 4 fois pour des états de mal assez sévères. Donc, le patient nous a été adressé pour bilan pré-chirurgical. Ici, son EEG. Vous voyez qu'il est fait de rythme normal avec inscription de ces bouffées paroxystiques, donc d'ondes lentes encochées pointues, angulaires, en bifrontotemporal avec une légère prédominance gauche. Une IRM a été demandée avec le résultat de l'EEG et le radiologue a suspecté une sclérose hypocampique bilatérale et a demandé à ce que l'IRM soit refaite dans de meilleures conditions avec un protocole épilepsie. Et on a enregistré la tricherie de ce patient.
C'est un cas de 2009. Ça faisait partie des premiers patients qu'on a prévus dans le cadre du bilan préchirurgical. Et vous voyez que le début, donc ici, le début de la manifestation, il est bilatéral synchrone, il est brusque. Le patient a eu un arrêt, donc une rupture de conscience avec un arrêt d'activité. Et vous voyez le pattern bilatéral pointe et polypointante, suivi par un enregistrement en polypointe. Le patient, la manifestation clinique s'est poursuivie par une déviation de la tête et des yeux à droite. Vous avez ici le pattern toujours bilatéral, pattern critique. Le patient, par la suite, a eu une activité d'automatisme bimanuel avec un mâchonnement. Et en fin de crise, et vous voyez que la durée, on a commencé à 9h51, la crise a duré 2 minutes. En fin de crise, AEG strictement normal, sans aucun ralentissement post-critique. Donc, une crise qui a commencé de façon brutale et qui s'est terminée de façon brutale et qui est bilatérale, synchrone avec des pointantes, ça peut laisser doute autour d'une épilepsie généralisée idiopathique. Effectivement, donc, chez notre patient, les anomalies intercritiques bilatérales ont induit à tort le radiologue pour suspecter une sclérose hypocampique bilatérale. Le patient était entraîné chez nous pour bilan préchirurgical. La sémiologie critique, bien sûr, des épilepsies qui ont été bâtardisées, aggravées par la crisipine, elle s'est modifiée d'une EGI typique avec absence et quelques automatismes vers des crises d'allure temporale. L'EEG critique était, comme vous l'avez vu, généralisée, synchrone et prolongée. La reprise de l'interrogatoire avec la maman du patient a signalé une notion de quelques secousses myocloniques que le patient avait en début de la symptomatologie à l'âge de 8 ans. Donc, dans ce cas-là, nous avons vu que la vidéo EEG a permis de redresser le diagnostic d'une épilepsie prise pour focale vers une épilepsie myoclonique juvénile qui a été mal diagnostiquée, mal prise en charge, aggravée et dont même les caractéristiques sémiologiques et EEG ont été modifiées. Donc, ce patient on a arrêté la carbamazepine chez ce patient, introduction d'épakine et de lamotrigine avec une nette amélioration de façon progressive. Le patient est maintenant libre de crise. Et une autre observation est celle d'un patient, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Je finirai par celle-là. Donc, c'est un patient de 25 ans qui, à l'âge de 6 ans, avait présenté un premier épisode de crise généralisée tonico-clonique, installation d'épisodes fréquents d'absence à l'âge de 12 ans. Le patient a été mis sous traitement avec persistance des absences qui se sont associées de temps en temps, qui s'associèrent de temps en temps à des secousses myocloniques. L'EEG montra des anomalies généralisées, nombreuses. Traitement, le patient a eu donc le valproate, la lamotrigine avec un rash cutané qui a été modifié par le Keppra. Et récemment, il y a eu une recrudescence des crises généralisées tonico-cloniques avec un épisode d'état de mal, suite auquel le patient nous a été adressé pour prise en charge thérapeutique pour une épilepsie absence de l'adolescent pharmaco-résistante. Donc ici, les données d'un EEG. Sur un EEG du veille, vous voyez un rythme strictement normal et une décharge paroxystique bilatérale et synchrone faite de pointe et de polypointante. Ici, un autre pattern pointe et polypointante suivi d'ondes pointues qui commencent et finissent donc de façon brutale. Un autre pattern de pointante avec salve de polypointe, et vous voyez qu'il est toujours en phase de veille, que ce n'est pas une activité de sommeil.
Pendant l'artère, vous voyez ce pattern qui rappelle vraiment l'absence, pointante, régulière, 3 à 4 cycles secondes, intriquée à quelques polypointes, mais j'aimerais bien que vous notiez ici que l'amplitude au niveau fronto-central gauche est assez élevée par rapport aux autres dérivations et que la décharge ici se termine par une focalisation, une latéralisation gauche. Au sommet léger, il y a eu une forte activation du pattern, comme vous le voyez ici, mais de temps en temps, on avait plus une latéralisation gauche que droite. Sommet profond, par contre, les anomalies se sont réduites en fréquence, mais surtout, elles se sont nettement latéralisées à gauche. Le patient a eu 3 crises pendant cette hospitalisation. La première crise correspondait à une crise très brève, qui correspondait juste à un starring avec légère élévation de la tête, croisement des bras, geste qui était stéréotypé dans les 3 crises, et le patient bouge à peine les doigts de son membre inférieur droit. Et vous voyez ce recrutement bilatéral, donc polypointe donnant lieu à des polypointes ondulantes, à des polypointes exclusivement, et vous voyez quand même une sorte de ralentissement post-critique, toujours fronto-central gauche. Une autre crise a eu lieu, comme je l'ai dit, et celle-ci, elle était avec généralisation secondaire, une crise généralisée tonico-clonique, et vous voyez ici un début de pointe juste avant le début de la crise sur les dérivations fronto-centrales gauche avec recrutement bilatéral, phase tonique, donc une crise typique généralisée tonico-clonique, mais qui donne lieu en phase post-critique à un ralentissement plus latéralisé, plus frontotemporal, intriqué à quelques pointes pseudo-rythmique en fronto-central gauche. Donc, il s'agit là, donc la sémiologie clinique chez ce patient était en faveur d'épilepsie généralisée idiopathique. Les anomalies étaient généralisées polymorphes, mais il y avait ce problème de pharmacorésistance et d'aggravation, suite auquel la vidéo a été faite. Et les points, les moments où il fallait vraiment être très, très pertinent dans l'observation de l'EEG, c'est l'EEG au cours de la phase de sommeil léger, qui était bilatérale, mais avec des petites latéralisations, une plus forte amplification au niveau fronto-central gauche, la latéralisation des anomalies au sommeil profond, et ça c'est la particularité plus des épilepsies partielles à généralisation secondaire que des épilepsies généralisées idiopathiques, qui au contraire s'activent au sommeil profond, et sur l'EEG post-critique, une souffrance avec pointe disparate, pointe pseudo-périodique plutôt, fronto-centrale gauche. Une IRM a été demandée et s'est avérée normale, et le PET scan a été sollicité et montra un hypométabolisme en frontale gauche. Donc, à l'inverse du cas précédent, il y a eu maintenant redressement diagnostique d'une épilepsie qualifiée de généralisée idiopathique vers une épilepsie focale frontale. Un ajustement thérapeutique a eu lieu chez ce patient avec amélioration de l'état électroclinique, mais le bilan préchirurgical est toujours d'une épilepsie focale et toujours en cours. Donc, je vais sauter un peu le dernier cas clinique, faute de temps, pour conclure et dire que les épilepsies généralisées idiopathiques ont certes un pattern clinique typique, que l'EEG standard avec activation, et je soulignerai bien faite, peut suffire pour confirmer le diagnostic qui est avant tout clinique, mais que devant toute atypie électroclinique, il vaut mieux prévoir un EEG prolongé, mieux encore avec vidéo-EEG dans la mesure du possible, sachant que l'EEG de sommeil qui est peu sollicité
dans les épilepsies généralisées idiopathiques peut rehausser très fortement la sensibilité de l'EEG qui peut atteindre 92%. Les anomalies s'activent surtout lors de l'endormissement, des éveils nocturnes spontanés, éveils provoqués en intra-sommeil, c'est très très activateur. Les activations usuelles, mais suite à un réveil provoqué, il peut aussi induire des anomalies. Et il faut dire que le sommeil est parfois le seul moyen qui permet d'asseoir un pattern EMJ typique. Et dans la mesure du possible, mieux vaut opter pour un EEG prolongé, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan de précocité diagnostique. Il vaut mieux opter pour un EEG prolongé avec veille-sommeil plutôt que de répéter les EEG standards ou d'avoir recours à un traitement d'épreuve d'emblée. Et quelques messages tout d'abord que j'aimerais bien soulever en fin de ma présentation, c'est le fait qu'il y a certains aspects qui doivent mettre en cause les épilepsies généralisées idiopathiques auxquels il faut être très attentif, à savoir une symptomatologie clinique qui peut sous-entendre un doute, à savoir un âge de début précoce, la présence d'aura, l'asymétrie ou la latéralisation des signes cliniques. Et là, je le redis, attention particulière avant l'âge de 2 ans dans les absences au diagnostic de déficit en GLUT1, surtout que c'est un diagnostic qui peut être très péjoratif sur le plan cognitif, mais qui peut très très bien répondre à un régime cétogène. Deuxième clochette à laquelle il faut être averti, c'est ces données électrocliniques qui peuvent évoquer l'épilepsie myoclonique, l'épilepsie généralisée idiopathique, mais dans l'évolution, il y a une pharmacorésistance ou une aggravation du pattern sémiologique clinique. Et là, il faut toujours faire le bilan dans le sens de voir est-ce que c'est pas, comme on vient de le voir, une épilepsie focale. Et le dernier point auquel il faut être averti, c'est l'apparition en cours d'évolution, même si ce n'est pas inaugural, en cours d'évolution d'un déclin cognitif ou de signes neurologiques focaux. Et là, je signale l'importance de l'examen neurologique qu'il faut savoir refaire en cas d'aggravation et qui peut trouver, comme on l'a vu chez pas mal de nos cas, qui peut évoquer une sclérose tubéreuse de Bourneville avec des absences qui rentrent plus dans le cadre d'un syndrome d'épilepsie type Lennox-Gastaut. Je finis juste par dire que les épilepsies d'un point de vue thérapeutique, même si ce n'est pas l'objectif de ce topo, les épilepsies et les EGI sont pharmacosensibles, mais dans le cas de résistance, il faut savoir penser au régime cétogène ou alors à la simulation du nerf. Je vous remercie. Merci, professeur Lahjoudi. Merci, professeur Lahjoudi, pour cette excellente communication très didactique, précise. Bon, nous allons rapidement aller vers les questions. La première question, est-ce que l'abondance en ondes triphasiques, non, ça je pense que… Ah, c'est pour Dr Philippe. Oui, c'est pour moi cette Oui, question. c'était pour Dr Philippe. J'écrivais une réponse. On posait la question, est-ce que l'abondance des ondes triphasiques sont corrélées avec la sévérité de l'encéphalopathie métabolique? Alors, je voulais répondre oui et non. C'est qu'au départ, vous savez, il y a un gradient, c'est que vous avez un ralentissement du rythme de fond, vous voyez apparaître les ondes triphasiques, elles deviennent abondantes, elles deviennent continues, et puis après, vous passez un cap, vous avez un tracé de burst suppression, un tracé isoélectrique, et la personne meurt. Donc, le stade gravissime, c'est quand vous passez le stade de burst suppression, où vous n'avez plus de ondes triphasiques, et après le stade d'inactivité cérébrale.
Donc oui et non. Voilà. Alors, une Bonne deuxième réponse. question. Bon, je pense que je sais pas, vous pouvez tous les deux intervenir. Dans les EGI, les absences sont plutôt typiques ou bien atypiques? Alors, dans les EGI, les absences sont typiques. Les absences atypiques, c'est beaucoup plus les syndromes symptomatiques, généralisés symptomatiques. Elles sont typiques. Ce que j'ai décrit comme atypique, c'est plutôt certains patterns EEG qui peuvent se montrer comme atypiques, comme je l'ai montré avec quelques débuts focaux, fin focale, avec une morphologie un petit peu atypique, mais l'absence elle-même, elle est considérée comme absence typique. Merci, professeur. Bon, euh, c'est tout ce que nous avons comme question. Donc, donc, par faute de temps, donc voilà, je conclue cette réunion. Je remercie encore une fois professeur Lahjouji pour sa communication et professeur Philippe Gélis pour leur communication. Je redonne la parole à M. Ouzani. Merci. Bien, on a passé un très bon moment. Je tiens à remercier les deux orateurs. Et puis, vous donnez rendez-vous pour un autre webinaire, toujours organisé par la Ligue internationale contre l'épilepsie, la région Est-Méditerranéenne. Bonsoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci aux participants. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.